Salam alaikum, bonjour tout le monde. On s'est arrêté la dernière fois au niveau des rappels cellulaires. On a terminé avec la lampe des joues, l'œsophage, donc palper l'œsophage, sans œsophagien métallique. Donc aujourd'hui, on va commencer dans le vif du sujet. Et on va commencer par les affections de la bouche et des dents. Donc les affections de la bouche et des dents. Donc quelles sont les pathologies qui vont intéresser la bouche et les dents? On commence par les malformations congénitales. Alors, beaucoup parmi nous font toujours la confusion entre une pathologie congénitale et une pathologie héréditaire. Ça que l'air. Alors, quelle est la différence entre une pathologie congénitale et une pathologie héréditaire? Malformation congénitale n'est pas forcément génétique, n'est pas forcément héréditaire. Alors, quelle est la définition d'une affection congénitale? Je pourrais dire à l'essence, très bien. Mais elle se produit à quel moment? Le problème congénital, c'est tout problème qui se situe à n'importe quel stade de la gestation. C'est ça le congénital. C'est toutes les malformations rencontrées dans l'un des stades, le premier trimestre, le second trimestre, le troisième trimestre, d'accord, ça dépend. Mais tout ce qui est affection congénitale, ça se passe in utero. Et c'est pour cette raison que les affections congénitales, on va les rencontrer dès la naissance. D'accord? Parmi les affections congénitales, nous avons les affections héréditaires. D'accord? Donc, congénitale, c'est le général. Toutes les affections qui peuvent toucher le fœtus in utero à n'importe quel stade de la gestation va être appelée affection congénitale. Parmi ces affections congénitales, nous avons les affections héréditaires. Ça veut dire que c'est des affections qui vont toucher le génome, qui vont toucher l'ADN. Et c'est pour cette raison que les affections héréditaires, qui sont congénitales, vont être transmissibles d'une génération à une génération. Ça veut dire l'affection congénitale, elle peut être héréditaire, comme elle peut être non héréditaire. Si elle est héréditaire, elle est transmissible. Si elle n'est pas héréditaire, elle n'est pas transmissible. Pourquoi faire la distinction entre ça? Autant que vétérinaire. On va stopper le cycle, c'est ça. Dès qu'on a une affection héréditaire, il faut stopper le cycle. Le mâle reproducteur, il est écarté. Le mâle reproducteur responsable de la tare génétique, il est éliminé de la reproduction. D'accord? C'est pour cette raison qu'il faut connaître les affections congénitales héréditaires et les affections congénitales non héréditaires. Les non héréditaires, il n'y a pas de problème. On règle le problème des sapiens avec le moment, et puis ça y est. Mais la congénitale héréditaire, là, c'est une transmission génétique. C'est une transmission à travers un génome, à travers un ADN. Et pour ce faire, il faut arrêter le processus de cette malformation congénitale qui est d'origine héréditaire. D'accord? Donc il faut faire très attention. Congénital, ça ne veut pas dire héréditaire. Héréditaire, ça fait partie du congénital. D'accord? Voilà? C'est bon? Ça, la première affection congénitale, là, je vais un peu de cas. Congénitale. Je trouve les flaques palatines, nous avons une branche héréditaire. D'accord? Donc, nous avons ce qu'on appelle la persistance de la fente palatine. On va le voir. Hein? Donc, la fente palatine, c'est quoi? C'est l'absence de substance au niveau de la voûte buccale. La voûte buccale, c'est rien. De paille. Très bien. Donc, elle est
lames. Au moment de l'organogenèse, les deux lames se rencontrent. Des fois, il y a des affections, on va voir des causes, que les deux bouts ne se réunissent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une ouverture, une communication entre la cavité buccale et la cavité nasale. Et on va voir que le signe d'appel, c'est la régurgitation et c'est le refoulement nasal. Le refoulement nasal. D'accord? C'est une non-union du palais. Les deux lames ne se réunissent pas. C'est une affection congénitale. On va voir que parmi les causes, nous allons voir une branche héréditaire. D'accord? Donc la fente palatine, c'est l'absence de substance au niveau de la voûte buccale. Scientifiquement, la palatoschisis. Palatoschisis. Donc, quand on va parler de palatoschisis, on dit, c'est quoi la palatoschisis? C'est la non-union des deux lames du palais. Palatoschisis. D'accord? C'est une communication entre les cavités nasales et la bouche. Et là, c'est une affection vitale dans les limites. On va voir quelles sont les conséquences. Allez, qu'est-ce qui va se passer lorsque le veau tète et une quantité de lait va se retrouver au niveau de la cavité nasale? Qu'est-ce qui va se passer après? Asphyxie, oui, c'est possible. Passage du lait au niveau de l'arc branchique, qui va donner ce qu'on appelle des pneumonies par fausse déglutition. Et le lait est une culture favorable. Donc on aura des pneumonies et des bronchopneumonies par fausse déglutition qui vont aboutir soit à l'asphyxie, la mort carrément directe de l'animal, soit à des affections respiratoires chroniques. Et généralement, les affections animales, ils sont mortels à 100%. Soit directement à l'asphyxie, soit après un certain temps, et on aura des problèmes. D'accord? Alors, chez les ruminants, la palatoschisis, d'ailleurs, on va la voir, regardez, voilà. La voûte palatine, voilà, normalement, il y a une union avec les deux, Naya. Alors, c'est ce qu'on appelle la palatoschisis. Et la palatoschisis chez les ruminants, elle est tellement importante, c'est pas comme le chat, par exemple. Chez le chat, la palatoschisis, elle est moins importante. C'est pour cette raison que la chirurgie peut être tentée chez le chat, mais ne peut pas être tentée chez le veau. Donc, ne tentez jamais une chirurgie des deux berges, c'est trop. Regardez. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la palatoschisis. La palatoschisis. Et cette affection qui est la palatoschisis, elle est pratiquement à 80% associée à une autre pathologie. Elle peut être unique, elle peut être seule, palatoschisis ou rare, mais elle est généralement associée à une autre pathologie congénitale, ismoha, l'arthrogrypose. L'arthrogrypose. C'est des termes, les gens plein d'hypothèses le terme à chaque fois. Ils disent ça, l'arthrogrypose, c'est quoi tout ça? Regardez. Arthrogrypose. Allez, on décompose les deux. Arthro, c'est quoi? C'est articulation. Grypose, c'est grippe ou grippage. C'est le grippage des articulations. Pas-dire l'arthrogrypose. D'accord? Arthrogrypose, c'est le grippage des articulations. Tu m'appelles le grippage des articulations, ça veut dire que les articulations ne bougent pas. Regardez. Ça, c'est le grippage de quoi? De l'articulation genou. L'articulation du genou. L'articulation du crasset. Foca. C'est quelle articulation? C'est le jarret. Très bien. Vous voyez? Donc, c'est regardez. L'aspect arqué des articulations.
c'est ce qu'on appelle l'arthrogrypose. Et donc, si les deux pathologies sont associées, on va parler d'arthrogrypose palatoschisis. Si les deux affections coexistent, on va parler d'arthrogrypose palatoschisis. Donc, quand on va parler d'arthrogrypose palatoschisis, c'est quoi? C'est l'association des deux pathologies. L'arthrogrypose qui est le grippage des articulations et la palatoschisis qui est la fente palatine. La fente palatine. D'accord? La fente palatine. Alors, je trouve donc là les causes. Les causes. Quelles sont les différentes causes du syndrome arthrogrypose palatoschisis ou bien du complexe arthrogrypose palatoschisis? La première cause, c'est l'intoxication au lupin. Lupin, les mots thermos. Thermos, des grains de maïs. Il est utilisé les produits de beauté. Thermos. D'accord? Le lupin. Donc, quand il y a la plante, pour les tangos, c'est une plante qui a deux types de fleurs, soit des fleurs violettes, soit blanches, soit hybrides, même la couleur violet un petit peu plus claire. C'est une plante qui, c'est pas une plante fourragère, hein. Ça veut dire que c'est une plante avec les champs. Et quand la vache pâture, elle peut manger ce type de plante. Quand est-ce que le lupin entraîne des problèmes d'arthrogrypose palatoschisis? C'est lorsque la vache est entre. Si l'intoxication se déroule entre 40 et 70 jours, nous avons une fente palatine chaque fois. Hein? La fréquence, elle est par exemple 1 sur 1000, 1 sur 10 000, là. Sinon, calculez-vous, il faut que je ne fonde pas. D'accord? Entre 40 et 70 jours de gestation, et dans ce cas, la fente est toujours associée à une arthrogrypose. Donc, l'intoxication du lupin nous donne le syndrome total. Arthrogrypose palatoschisis. Une arthrogrypose palatoschisis. Et on avait dit que l'arthrogrypose, c'était une raideur au niveau des articulations. Généralement, un veau avec une arthrogrypose palatoschisis, c'est un veau. Soit on est obligé de faire l'euthanasie, soit il est mort juste après sa naissance. D'accord? Le chic m'a rappelé la palatoschisis quand elle est isolée. La palatoschisis, elle est vitale. C'est-à-dire que le veau est vivant, mais avec des conséquences. Parmi les conséquences, nous avons le passage du nez de la cavité buccale vers la cavité nasale avec des problèmes de bronchopneumonie par force déglutition. Ça, c'est la première cause, l'intoxication par le lupin. Donc, la cause première, c'est l'intoxication. Cause première, c'est l'intoxication. D'accord? La deuxième cause, c'est l'infection in utero. D'accord? Donc, l'infection in utero. Et lorsqu'on parle d'infection in utero, ça veut dire que c'est un virus. C'est un virus qui va contaminer la vache et qui va passer via la circulation placentaire vers le fœtus. Alors, quel est un virus? Mais je crois, Dieu merci, il n'existe pas en univers. C'est le virus d'Akara. C'est le virus d'Akara. C'est le cousin germain d'un autre virus qui varie une dizaine d'années. C'est le virus de Schmallenberg ou la maladie de Schmallenberg. C'est le même genre. Donc, c'est le virus de Schmallenberg. Donc, le virus d'Akara, les plus anciens, ils sont terminés c'est les années 50 surtout. Mais Schmallenberg, c'est une dizaine d'années. Et ça donne des malformations, maintenant, la fente palatine ou l'arthrogrypose palatine. D'accord? À ma connaissance,
le virus d'Akaba n'a été détecté chez nous comme jusqu'à présent non présent en Algérie pour le virus d'Akaba. Et le virus d'Akaba, il est transmis par les arthropodes. Ça fait partie de ce qu'on appelle les arbovirus. C'est une arbovirus. C'est une arbovirus. Et on voit le virus de Schwann. C'est des arbovirus. D'accord? Donc, deuxième cause, infection in utero ou infection intra-utérine par le virus d'Akaba qui, alhamdoulilah, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'existe pas en Algérie. Troisième, c'est le défaut génétique. Donc, vous voyez, le défaut génétique fait partie des infections congénitales. Donc, il faut faire très attention. La différence entre congénital et génétique. Donc, un défaut génétique, et dans ce cas, nous avons les deux associés toujours. Si vous trouvez les deux associés, on va penser soit à une intoxication du pain, soit à un défaut génétique. Comment faire la différence? La région, je vais à la région. Très bien. On va voir la présence et l'évolution de cette pathologie sur les générations. Si on retrouve une évolution, c'est-à-dire que chaque génération, il y a cette maladie. Là, on va penser directement à l'aspect génétique. D'accord? Parce que l'intoxication, on ne pas. C'est une vache, deux vaches, trois vaches. C'est 40-70 jours. Donc c'est très limité. Par contre, qu'est-ce qu'on aura? On aura le veau, il va naître avec une pathologie par la pesticides activée. Mais on ne va pas avoir à chaque fois la naissance d'un veau atrophyé par la pesticides. Mais si on retrouve dans les générations, ça veut dire que la transmission est génétique, ça veut dire que le reproducteur, où elle a le défaut génétique. Et on va chercher, c'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir quoi? Il faut avoir le carnet génétique. Je connais le mal qui a fait la salive dans tel moment, à tel moment, avec l'arbre généalogique, et ainsi de suite. D'accord? Là, c'est un suivi génétique, c'est un suivi de reproduction qui est très très important, fait par le vétérinaire. Fait par le vétérinaire. Donc, le défaut génétique, il nous donne toujours du palatosmisis atrophié ou atrophié post-palatosmisis. D'accord? Et quelles sont les races prédisposées à ce type de défaut génétique? C'est les charolais et les blancs bleus belges. C'est les races lourdes, les races à viande. Je suis déjà charolais? J'ai bien. Et le blanc bleu belge, alors là, on parle pas. Des cas sur internet, blanc bleu belge, c'est un taureau. Je regarde la musculation. L'arrière très développé, l'avant très développé. C'est pas c'est un poste, c'est un taureau qui joue c'est incroyable. D'accord? Et c'est appelé blanc bleu belge. Ce sont des taureaux issus de transfert génétique. Transfert en d'accord? Maintenant sur le site, les signes d'appel. Ça change les signes d'appel. On l'avait dit au départ. Je commence toujours par les rappels sémiologiques. Pourquoi ils nous appellent? Pour dire ce type de pathologie. Constate ça. Mais là, c'est des signes d'appel car elle n'a pas la pesticides. Ce que révèle arthrogrypose, c'est généralement une pathologie non viable. Ça veut dire que le veau est mort juste après la naissance. Mais la palatoschisis unique, toute seule, là, l'éleveur nous appelle pourquoi? Parce que le veau recrache le lait parvenu. C'est le jetage nasal, le refoulement nasal. Il s'étouffe en buvant les parts d'eau. Tout ça, donc il y a qui chante, on donne des repas. Il n'y a pas de problème. Normal, il est là, il respire, il n'est pas aussi vivant qu'un veau normal. Mais dès qu'il prend sa tétée, il y a du lait, il s'écoule, la besoin de lait. J'ai vu déjà un cas comme ça.
c'est du lait carrément. C'est du lait. Donc à chaque tétée, et il y a un étouffement. Parce que le lait empêche la respiration. D'accord? Il empêche la respiration. Et arrivé à un certain moment, soit il est asphyxié par le lait, et là c'est l'asphyxie, c'est la mort, soit c'est le passage du lait au niveau de l'arbre bronchique, et là c'est des affections respiratoires. Généralement, des cas que l'aliment il ne dépasse pas le 1 mois. Au bout d'1 mois, l'animal est mort. D'accord? L'animal est mort. Complicatement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? De peur. Euthanasie. C'est tout. On doit mener notre enquête. D'où vient cette pathologie? Est-ce que c'est une intoxication? Est-ce que c'est une infection in utero? Ou est-ce que c'est génétique? Dans le premier cas, on essaiera de conseiller à l'éleveur de ne plus près dans les champs qui contiennent du lupin, surtout entre 40 et 70 jours de gestation. Si c'est une infection in utero, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lutter contre les vecteurs, c'est des arthropodes, donc automatiquement lutter contre les arthropodes, ça fait partie de la lutte des arthroviroses. Et quand c'est génétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer le reproducteur. Donc il ne faut pas se laisser. Oui, c'est une arthrovirose de la prosthétise, le pauvre, il va mourir, on ne va rien faire. Non. Menez votre enquête, essayez de chercher l'éthologie. En sachant l'éthologie, vous allez éviter ce genre de problème à la fin. Donc ça, c'est la première pathologie congénitale rencontrée sur le terrain concernant la pathologie buccale. Arthrogrypose palatocystitis. Je peux aller à elle. Deuxième pathologie, donc le A, c'est les affections congénitales. B, c'est les inflammations buccales. Alors, on appelle les inflammations buccales les stomatites. Les termes scientifiques sont très importants. Monsieur, il a une inflammation buccale. Non, il a une stomatite. D'accord? Quand on va parler de stomatite entre nous, entre scientifiques, entre docteurs, on va parler de stomatite. Qui est le stomatite? Je peux inflammation de la cavité buccale. Vous fermez? Mais la stomatite, elle englobe l'inflammation de la totalité de la cavité buccale. Quand on va parler de stomatite, c'est l'inflammation de tout. Maintenant, imaginons que nous avons une inflammation dans un lieu bien précis. Lorsqu'on va parler de glossite, c'est la langue, gingivite, palatite, ça. Qui connaît une glossite, gingivite et palatite, qu'est-ce qu'on va parler de ça. Vous avez tout. D'accord? Donc, quand vous allez parler, monsieur, il a une glossite, gingivite et palatite. Non, il a une stomatite. De tout. Mais quand c'est uniquement la langue qui est touchée, on va parler de glossite. Quand c'est uniquement la gencive qui est touchée, c'est la gingivite. Quand c'est le palais qui est touché, on va parler de palatite. Mais dès qu'il y a l'association de glossite, gingivite et palatite, on va parler de stomatite. Quels sont les symptômes associés à l'inflammation? Généralement, c'est les signes soit de la douleur. Vous avez eu, on a eu tous une rage de dents. Le plat le plus préféré, quelqu'un de la tête, automatiquement, il y a une anorexie partielle automatique. Alors, qu'est-ce qui fait la partialité et la totalité de l'anorexie? Pourquoi elle est soit totale, soit partielle? L'intensité de l'inflammation. Très bien. Si c'est une inflammation banale, et on va voir la stomatite banale, l'anorexie, elle est partielle. Je m'appelle l'anorexie partielle. Il faut faire la part des choses, des termes scientifiques. Quand on parle d'anorexie partielle, ce n'est pas une appétit capricieuse ou l'appétit sélectif. D'accord? Mais il y a deux choses. Elle est sélective. Mais quel y a que je trouve ça?
ça, c'est l'anorexie partielle. Elle peut intéresser la quantité comme elle peut intéresser la fréquence. C'est-à-dire que c'est un bovin qui a fait l'habitude et pas de 2 kg de concentré en 5 minutes. Weshwilla, il est en 10 minutes, en un quart d'heure. Là, c'est une anorexie partielle. D'accord? Une anorexie partielle. L'anorexie totale, les 2 kilos en l'eau, il va de 2 jours. Il ne touche à rien. Ça, c'est la totale. Et qu'est-ce qui va conditionner la totale et la partielle? C'est l'intensité de l'inflammation, l'intensité de la douleur. Plus la douleur est intense, plus l'anorexie est totale. Il ne peut pas manger. Il a mal. Et le mal, il vient donc de l'inflammation. Plus l'inflammation verra, plus la douleur verra, plus l'anorexie, elle est totale. D'accord? Et le fameux signe des pathologies buccales, c'est la salivation excessive. Alors, d'après vous, est-ce qu'il va souffrir d'une cyalorée ou d'une dialyse? C'est l'hypersécrétion. Parce qu'on a distingué entre deux. L'hypercyalorée et cyalorée cyalorée. Voilà, c'est un défaut de déglutition de salive. Et l'hypercalie, c'est la production excessive de salive. Très bien. À votre avis, lors d'inflammation buccale, qui est la stomatite, est-ce qu'on aura un problème d'hypercalie ou de cyalorée? Allez. Je regarde la salive, les effets de la salive. Parmi les effets de la salive, c'est l'effet protecteur. Dans toutes les inflammations, la salive essaie de protéger. Elle essaie de protéger les muqueuses. D'accord? Donc, plus l'inflammation est plus grande, plus la salive, elle est produite. C'est une surproduction de salive et non pas un défaut de déglutition. Et donc, nous allons avoir une hypercialie, une cyalorée. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer de la salive qui va couler de la cavité buccale. Là, donc 2 signes essentiels, l'anorexie partielle ou totale et la salivation excessive, qui se nommera l'hypercialie, bien sûr le diabète. Alors, quelles sont les causes des stomatites? Les causes peuvent être primaires ou secondaires. Il y a des causes qui vont attaquer directement la cavité buccale en faisant des lésions. C'est ce qu'on appelle les stomatites primaires. Les stomatites primaires. Je vous cite un exemple. Lorsqu'une vache ingère un produit toxique, par exemple la chaux ou l'acide ou le gaz. Ça, c'est l'action directe de la substance toxique sur la cavité buccale. Et donc, l'inflammation, elle est toujours primaire. Pourquoi primaire? Parce qu'elle touche carrément la cavité buccale. D'accord? Donc, le toxique, des plantes, des produits toxiques, la chaleur, quelque chose de chaud, d'accord? Elle va entraîner automatiquement une lésion primaire de la cavité buccale. C'est ce qu'on appelle les stomatites primaires. Les stomatites primaires, d'accord? Donc les stomatites primaires sont soit une action directe sur la muqueuse des agents associés, les produits caustiques et les morsures de serpent. Les morsures de serpent. Alors, les morsures de serpent, qu'est-ce qui provoque cette stomatite? Est-ce que c'est la morsure ou le venin? C'est le venin. Très bien. C'est la diffusion du venin qui est très irritant et qui provoque cette stomatite de type primaire. Ça veut dire que c'est une
buccale directe. Chez nous, les virus, ils pénètrent, ils provoquent une virémie, c'est-à-dire c'est le passage du virus au niveau du sang. Et parmi les foyers qui sont touchés, c'est la cavité buccale. Surtout si le virus, il est épithéliotrophe, qui met la fièvre afteuse, qui met la fièvre, qui met le virus, la stomatite vésiculeuse. D'accord? Dans ce cas, ce n'est pas une action directe du virus, mais c'est une action indirecte via la vénérie. C'est-à-dire le passage du virus au niveau du sang, généralisation, c'est le sang qui véhicule ce virus au niveau de la cavité buccale. Et il va donner ce type de stomatite. Ça. Est-ce que c'est important de distinguer entre les stomatites primaires et les stomatites secondaires? À l'aise. Soit un traitement localisé ou généralisé. Alors, oui. Bien sûr. Et là, il faut sonner là. C'est pour préciser l'éthologie. Et pour préciser l'éthologie, à votre avis, l'intensité de la stomatite, elle est plus importante que la primaire ou la secondaire? À des tromboïdes comme un autre ou le secondaire? Secondaire, c'est des virus, c'est une atteinte généralisée. Ça, c'est une atteinte localisée. D'accord? C'est une atteinte localisée. Donc, si on ne fait pas la part des choses, et on ne connaît pas la différence entre une stomatite primaire et une stomatite secondaire, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? La confusion. Soit on surestime une stomatite, on va parler de virus, de maladie, alors qu'il s'agit d'une stomatite banale, une stomatite toxique avec une rougeur. Là, c'est la fièvre afteuse ou là. Vous donnez une fausse alarme. D'accord? Soit le contraire. Vous êtes devant un cas de fièvre afteuse. Ah, je suis stomatite primaire, je suis atteint, je suis allumé et on va régler le problème. Alors c'est une pathologie à déclaration obligatoire. Vous êtes obligé de sonner là. Donc si vous ne faites pas la distinction entre la primaire et la secondaire, vous êtes à côté de la route. D'accord? Ok? Il existe plusieurs types de stomatite.